Pour poursuivre un peu, prolonger le propos que j'avais tenu l'année dernière sur le poids des mots, cette année, j'aimerais vous amener à explorer, prenez-le comme un voyage, comme une sorte de remue-ménage. Je voudrais vous amener explorer ce mot invasif et plus précisément la question des espèces invasives. Alors, on rentre directement dans le sujet. J'ai fait une capture d'écran pour pas être accusée de moi-même déformer les définitions. J'ai fait une capture d'écran du site du Muséum d'histoire naturelle et qui définit qu'est-ce que c'est qu'une espèce invasive. Et ce qui m'a semblé très intéressant, c'est que dès la première ligne de cette définition, on rajoute un troisième mot qui est le mot exotique. Et donc, l'espèce invasive est directement assimilée à des espèces exotiques envahissantes. Et à la troisième ligne, tout d'un coup, la notion de menace apparaît liée à ces espèces. Alors, on ne va pas rester dans la définition parce que j'ai qu'une demi-heure et que je suis bavarde, mais vous voyez que c'est positionné la notion qu'elle est entrée par l'histoire de la colère pas, dont vous vous souvenez tous, en 1984. Alors, ce que je voudrais faire avec vous ce matin, c'est explorer cette locution espèce exotique envahissante, que l'on nomme en général une colocation ou une co-occurrence privilégiée, à savoir une association habituelle de plusieurs mots au sein d'une phrase, un rapprochement de termes qui, sans être fixe, n'est pas pour autant fortuit, avec l'idée modérément inavouée de déconstruire cet engrenage. Alors, pour cela, essayons de voir à quel moment et comment ces mots sont entrés en colocation. Alors, pour cela, je me suis appuyée sur des diagrammes que je trouve très intéressants, qui sont nommés des gallicagrammes, c'est-à-dire une exploration de mots, une synthèse, la fréquence d'apparition de ces mots dans le corpus numérisé de Gallica et de beaucoup d'autres bibliothèques. Pour le mot exotique, vous voyez que ce mot bien qu'il soit déjà présent depuis longtemps, il a une forte occurrence au XIXe siècle et une occurrence qui augmente à la fin du XXe siècle et que je voudrais comparer à ce même diagramme pour le mot espèce invasive, diagramme que je trouve extrêmement intéressant parce que vous voyez que là, on a une espèce de lame déferlante qui arrive dans les années 90. Ce que l'écologue Jacques Tassin, dans son ouvrage La Grande Invasion, nous montre bien, il nous explique que si l'intérêt pour l'écologie des espèces exotiques envahissantes est apparu dès 1958 avec la publication du livre du biologiste anglais Elton, qui s'appelait L'écologie des invasions, et notez bien ça, par les animaux et les plantes, on ne fait jamais la différence entre plantes et animaux. Pour autant, il y a une vraie différence. La discipline scientifique associée à ces invasions biologiques, elle est née plus tard, dans les années 90, et elle a connu instantanément un énorme succès, notamment à travers une masse importante de publications. Et je voudrais citer Jacques Tassin qui dit « En quelques années seulement, le rythme annuel des publications scientifiques sur les invasions biologiques passa de quelques dizaines à plus d'1 millier. Dans les années 90, plus de 2 revues scientifiques internationales virent le jour. Ce sont les 2 revues que je vous ai affichées à l'écran, Diversity and Distribution et Biological Invasion. Et la masse
critiques étaient atteintes pour faire de ce phénomène d'ampleur planétaire, en fait, un élément du changement global. J'ai continué mon exploration des mots en allant chercher les synonymes du mot invasif et sans surprise, vous le savez, ce mot n'a que des synonymes qui sont liés à de l'agression, de l'incursion, de l'attaque, du déferlement, de la pénétration, de l'éruption. Je ne vais pas tous vous les lire. En tout cas, c'est ce que nous disent les dictionnaires. Et ce qui, de fait, assimile ces plantes exotiques envahissantes à cette menace qui était citée donc dans la définition du muséum, mais ça ne constitue pas une surprise. Je continuerai rapidement sur le rapport IBES de 2023, un rapport d'évaluation sur les espèces exotiques envahissantes et leur contrôle. L'IBES est une plateforme intergouvernementale, scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. Alors ce rapport, il produit une accumulation impressionnante de chiffres et de pourcentages dans lequel, je vous l'avoue, pour ma part, j'ai beaucoup de mal à naviguer, mais globalement, ça établit toujours la même chose, que les espèces exotiques envahissantes constituent une menace majeure pour la nature, pour les services rendus à l'homme et par la nature et pour la qualité de vie. Ce que précise ce document de l'IBES, c'est que ces chiffres sont produits à partir d'une étude bibliographique basée sur plus de 13 000 documents, ce qui nous renvoie, je voudrais le noter, à la frénésie de publication sur le sujet évoqué par Jacques Tassin tout à l'heure, et qui nous ramène à une question dont on avait rapidement parlé hier avec Olivier Philippi, qui est la pertinence de transposer des études locales à un événement, à des événements globaux. Est-ce qu'on n'a pas un biais là-dedans qui se produit? Mais ce que je voudrais surtout souligner, c'est reprendre ce petit carré en haut à gauche que vous voyez, c'est-à-dire que le rapport de l'IBES nous indique, entre autres, que les espèces exotiques envahissantes ont participé avec d'autres facteurs à 60% des extinctions recensées dans le monde et qu'elles sont considérées comme seules responsables des extinctions dans 16% des cas. Mais si vous lisez la ligne d'en dessous, ce rapport précise également que 90%, c'est pas un petit chiffre, des extinctions documentées principalement attribuées à des espèces exotiques envahissantes sont produites sur des îles. Retenez ce chiffre-là, c'est-à-dire 90% sont produites sur des îles. Une précision qui malheureusement, bien souvent, disparaît dans les communications qui sont faites sur le rapport. J'ai masqué, je ne voulais pas cibler une chercheuse, donc j'ai masqué à la fois son nom et son visage, mais je vous mets ici une capture d'écran du site du CNRS qui commente ce rapport de l'IBES, et vous voyez que le gros titre est ciblé sur 60% des extinctions d'espèces sont dues à des invasions biologiques. Exit, 90% sur des îles. Et nulle part, je ne vous lirai pas le texte, mais nulle part dans le texte, cette question insulaire est ciblée. À noter, pour compléter ma petite exploration, à noter que sur le site des ministères de l'aménagement du territoire et de la transition écologique, alors un site qui a été mis à jour en août 2022, il faut quand même le noter, eh bien, dans la définition des espèces exotiques envahissantes,
et dans la situation en France, puisque c'est quand même globalement ce qui nous intéresse ici, j'irai directement au dernier paragraphe qui nous dit qu'aucune disparition d'espèces n'a été attribuée à des espèces exotiques envahissantes en Europe à ce jour. Mais la menace, qui est quand même là, est importante sur la diversité biologique locale ainsi que sur la diversité génétique en raison des possibilités d'hybridation entre espèces locales et espèces exotiques proches. Donc, vous le voyez ici, on a une menace qui est précisée comme étant génétique. Alors, je me suis posé derrière une question, c'est est-ce que nous n'avons pas été tous emportés par la vague de communication et de publication qui a démarré dans les années 90. Et donc je fais aujourd'hui, vous le sentez bien dans mon propos, la suggestion que effectivement cette vague, comme les vagues, alors j'ai appris des choses en préparant cette communication et j'ai appris que en région océanique, il y avait des vagues dites scélérates, des vagues dites que l'on appelle de Dropner, dont la puissance et la hauteur dépassent toutes les autres et qui emportent tout sur leur passage. Et alors je suggère qu'aujourd'hui, cette vague de publications qui a commencé dans les années 90 a tout emporté sur son passage. Mais quand je dis tout emporté sur son passage, eh bien je me suis dit, mais emporter quoi en fait? Qu'est-ce que c'était l'écologie de ces espèces avant les années 90, avant que ce mot-là ait envahi la sphère de l'écologie scientifique? Alors, je voudrais vous emmener, rien que pour la beauté de la carte, j'avoue, dans les théories de distribution des espèces et notamment dans l'essai sur la géographie des plantes qui a été produit par Alexandre de Humboldt et Aimé Bonpland, qui sont certainement les précurseurs de la biogéographie, qui est paru au tout début du 19e siècle. Et ici, vous avez cette merveilleuse carte de la végétation du Chimborazo à l'équateur, telle qu'il la décrive entre 1799 et 1803. Alors, un mot sur la biogéographie, c'est une science qui interroge les causes de l'agencement spatial des espèces sur la planète. Le premier élément de réponse à cette interrogation, c'est l'implication des facteurs climatiques. Température, taux d'humidité, précipitations, qui sont autant de variables qui composent les conditions d'existence des espèces, et on l'a vu dans l'intervention précédente, et des paysages terrestres. Et c'est par la combinaison des facteurs biotiques et des exigences des espèces que les écologues élaborent des modèles bioclimatiques prédictifs afin de décrire l'évolution de la biodiversité et des contraintes climatiques de demain. Les déplacements des espèces, leur interaction et leur histoire évolutive sont également des moteurs fondamentaux en biogéographie, notamment les capacités de dispersion des espèces. Et là, je voudrais rentrer dans une autre théorie qui est celle de la biogéographie insulaire qui a été posée dans les années 60 par les Américains Wilson et MacArthur, qui publient en 1967 un ouvrage, donc la théorie de la biogéographie des îles. Et vous voyez vers quoi j'ai envie de vous amener à travers cet ouvrage, c'est-à-dire nous ramener dans cet épicentre de la question insulaire. Dans leur théorie,
l'immigration et l'extinction, qui sont les déterminants de la biodiversité au niveau des espèces, sont liés à l'isolement, c'est-à-dire la distance des îles des régions sources, et aux propriétés fondamentales de l'écologie et de la démographie. Alors, cette théorie a fortement influencé à l'époque l'écologie scientifique et est devenue une pierre angulaire de la biologie de la conservation, appliquée aux îlots d'habitat, comme les forêts par exemple, dans ce qu'on pourrait appeler une mer de terres agricoles, et elle a influencé la planification et l'évaluation des parcs et des réserves dans le monde, mais aussi le concept de trames vertes et bleues et peut-être d'infrastructures vertes telles que c'était cité précédemment. Et donc, je voudrais insister sur le fait que cette théorie immigration-extinction a été établie pour les milieux insulaires. À partir de leurs travaux sur la biogéographie insulaire, Wilson et MacArthur ont mis en place ce que vous connaissez certainement, c'est-à-dire les modèles évolutifs petit r et grand K, qui théorisent l'évolution de la stratégie de reproduction des espèces. Et je redis là, tant animal que végétal, en lien avec les fluctuations de l'environnement. Alors, je ne veux pas vous assommer avec cette théorie, mais juste pour vous dire que la lettre K se réfère à la capacité d'accueil des milieux, à savoir des espèces qui exploitent efficacement la capacité de charge existante dans l'environnement, qui sont caractérisées par des durées de vie longues, des reproductions rares et tardives. Et la lettre petit r se réfère à un taux de reproduction, à savoir des espèces dont la survie des populations dépend justement de ce taux de reproduction, qui est précoce et abondant, avec des cycles de vie courts et une mortalité souvent élevée. Et cette stratégie petit r, sur laquelle je voudrais m'arrêter dans les diapositives suivantes, est considérée comme une adaptation au milieu instable et imprévisible. Et donc, lorsqu'un milieu a subi une perturbation, c'est d'abord les espèces de stratégie R qui sont les premières à s'implanter, puis elles vont donner naissance à un environnement de plus en plus, on pourrait dire, compétitif, où les espèces de stratégie K vont s'imposer. Et donc, tout ceci définit des successions écologiques des écosystèmes perturbés. Alors, je passe sur ce schéma parce qu'il faudrait plus de temps pour le décortiquer, mais donc Barbeau nous a, en 2000, a établi ce schéma qui montre comment les populations de stratégie R ou de stratégie K fluctuent dans le temps en fonction de leur environnement. Alors, tout ceci m'amène, et je vais arrêter de vous assommer avec des diagrammes pour passer aux photos, à explorer, comme je vous le disais, qui sont ces espèces en me concentrant sur les stratégies végétales de stratégie petit r. Et donc, on va dérouler ces espèces pionnières, opportunistes, voyageuses, vagabondes, pour arriver à celles dites invasives. Alors, je voudrais commencer dans les espèces pionnières, qui sont les premières à coloniser un milieu dépourvu de vie, possiblement après qu'il ait subi des perturbations, donc qui interviennent au tout début des successions écologiques. Et ce sont souvent des espèces dites facilitatrices, c'est-à-dire des espèces dont la présence va générer des changements dans les facteurs biotiques et abiotiques de l'écosystème en formation, menant ainsi à l'établissement potentiel d'autres espèces qui nécessitent des conditions de vie différentes. La facilitation va jouer un rôle essentiel dans la colonisation des environnements nouveaux, difficiles, voire hostiles,
de renaturation et plus largement dans des phénomènes de résilience écologique. Et là, j'ai tenu à mettre les mousses. Pourquoi les mousses? Parce que ce sont de grandes pionnières et puis je crois qu'on ne fait absolument pas assez attention à ce groupe de plantes qui sont de magnifiques pionniers et pour lequel Jean-Philippe Tessier a récemment produit un documentaire qui est actuellement sur Arte et ça me donne aussi l'occasion de faire la publicité pour ce documentaire qui est merveilleux et qui nous en apprend un peu plus sur ce groupe que vous pouvez peut-être aussi utiliser un peu plus à l'avenir. Je ne m'arrête pas sur les mousses, mais une autre plante qui, je suis méditerranéenne, vous l'avez entendu, et donc il y a une espèce qui est pour moi, je ne dirais pas problématique, j'ai appris à apprécier cette espèce qui est extrêmement... Je vois qu'il y a des gens qui sont étonnés que j'ai appris à apprécier cette espèce. Mais voilà, c'est une espèce qui est largement pionnière en Méditerranée, en tout cas dans le sud-est, qui va prendre place, vous le voyez, sur des sols, soit à l'abandon de terrasses agricoles, soit sur des espaces qui ont été incendiés. Vous le savez, le pin d'Alep se reproduit grâce au feu. Et donc, après l'incendie, c'est lui qui va arriver en masse. Il fait partie, ce pin d'Alep, de la série progressive de la chaînée méditerranéenne. On parlait avant pour cette chaînée méditerranéenne de climax, un terme qui est abandonné aujourd'hui parce qu'en fait, il nous donnait une vision ultime du milieu, alors qu'on sait aujourd'hui qu'il n'y a jamais de point ultime. Et comme le dit très bien le botaniste forestier Rolof Holdeman, que je cite, « Aucun cycle n'est fermé dans la nature, le passé ne revient jamais, on ne peut même plus le relire, impossible de reconstruire. » Et je voudrais vraiment qu'on ait ça en tête parce que aujourd'hui, je pense que tout ce que nous disent les changements climatiques, c'est qu'il faut aller de l'avant et pas chercher à maintenir quelque chose dont on sait que ça va être obsolète demain, et ça a été très bien montré tout à l'heure. Alors je continue sur mes espèces pour passer aux espèces opportunistes. Donc une espèce est dite opportuniste au sens biologique du terme quand son cycle biologique lui permet un développement rapide. Elle se reproduit de manière très précoce, donc elles sont adaptées pour exploiter des habitats où les ressources nouvellement disponibles et se retrouvent généralement dans des environnements qui sont imprévisibles, transitoires et variables, tels que ce Diplotaxis, qui est une plante qui est notre plante laboratoire, un peu comme les souris pour le milieu, le règne animal. Donc c'est une rudérale qui, comme beaucoup d'espèces opportunistes, petite, avec des cycles de vie très courts, donc c'est une annuelle, qui se reproduit en très grand nombre et se disperse facilement sur de longues distances et qui présente une très grande plasticité en réponse aux variations aux ressources disponibles. Donc c'est une brassicacée qui est très fréquente en milieu méditerranéen, notamment parmi les vignes, telles que cette image le montre. Pour autant, pour certains, c'est une mauvaise herbe. C'est classé dans cette catégorie-là, et notamment elle figure sur la liste du recensement des mauvaises herbes. J'ai un peu halluciné en lisant ce titre parce que je croyais que ça n'existait plus, mais des mauvaises herbes résistantes à un herbicide établi par une enquête internationale en 2016. Voilà, ça existe toujours. Mais en même temps, elle est présente sur les listes rouges européennes et nationales présentant une préoccupation mineure pour un risque de disparition faible. Donc vous voyez, on commence à voir
en fait, comment nos classifications des plantes vont brouiller en fait l'image que l'on peut en avoir. Une autre qui est exactement dans ce même cas, c'est l'inule visqueuse, cette astéracée qui est elle aussi fréquente en région méditerranéenne, que l'on va retrouver très souvent dans les oliviers. Et ça tombe bien parce qu'elle est réputée être une auxiliaire de culture pour l'olivier en abritant le parasite de la mouche de l'olive. Alors, bien qu'elle ne figure pas ou plus sur les listes actuelles des plantes invasives, elle garde quand même un statut ambigu, comme le montre ici cette image. J'ai fait une capture d'écran d'un reportage de BFM TV sur la SNCF qui combat les plantes invasives. C'est récent, c'est un reportage de 2024. Et vous voyez que l'image, elle est sur ça. Je déroule vite parce que j'ai plus que 5 minutes. Et donc, voilà, pour aborder d'autres plantes. Ici, la rose trémière, qui elle est une voyageuse, vagabonde, qui est une exotique, mais qui est, ma foi, sympathique et qu'on aime bien. Son caractère expansionniste ne nous dérange pas du tout. Pour en arriver à la dernière que je voulais vous évoquer, vous voyez qu'elle est exactement dans la même situation que la rose trémière, mais par contre, elle, on ne l'aime pas du tout. C'est donc une espèce exotique envahissante que je vais vous traiter très vite, mais voilà, c'est une plante dont je parle assez souvent. Dans la dernière version de la liste des espèces préoccupantes de l'Union européenne, elle est bien sûr en pole position. Et son histoire, je vous ai remis, pour ceux qui ont déjà vu mes diaporamas, c'est une diapo que je remets tout le temps avec cette interrogation. Et ici, qui c'est le plus envahissant? Voilà, je ne vous apporterai pas la réponse, mais vous voyez ce que je veux dire. Et pourtant, c'est un bel arbre. Ici, un élanthe à Saint-Étienne, qui vous voyez est magnifique. Et d'ailleurs, il a été employé parmi ces différents statuts, puisque depuis son introduction en 1751, c'est une espèce qui a tour à tour été à valeur économique, à valeur ornementale, et puis, dans les années 90, emportée par cette vague, elle a été une invasive. À la Révolution, notez que Thouin la liste dans les choix des arbres à faire pour ces arbres à planter comme symbole des nouvelles libertés. Je ne vous ai pas mis la liste pour ne pas être trop longue, parce que je suis déjà trop. On retrouve ce rapport en 1862 sur les progrès de la culture de l'élanthe pour en fait l'éducation de son ver à soie comme substitut au mûrier blanc. Je passe aussi, on la retrouve dans les catalogues des pépiniéristes à cette époque, comme ce catalogue des frères Audibert. Et puis on la retrouve dans le choix des plantations de la ville de Paris, prônée par Alphand, parmi les 4 principales essences d'arbres. Et je voudrais juste cibler le fait que dans les arbres qui étaient cultivés dans les pépinières de Petit Brie, qui produisaient les arbres d'alignement de la ville de Paris, elle arrive en 3e position quand même. Alors sous le nom de Vernis, vous le savez, je n'ai pas le temps de vous raconter toute l'histoire, mais ça a été un nom c'est parce qu'on croyait que c'était un vernis du Japon qu'il avait été introduit à la base. Et donc vous voyez qu'il arrive loin derrière les marronniers, mais juste derrière le platane dans les cultures de cette pépinière. Et puis 90, donc badaboum, ça devient une plante invasive. Je ne vais pas m'appesantir sur ce cas-là, mais
on la rencontre essentiellement sous cette forme, parce qu'à partir du moment où c'est une plante invasive, on ne va avoir de cesse que de l'éradiquer. Et cette éradication, elle va se faire en général par un recépage des parties aériennes. Et là, je voudrais juste... alors, oui, j'ai mis cette carte parce que très vite, en fait, on va la retrouver essentiellement le long des infrastructures viaires, routières et ferroviaires. Et il y a une carte qui a été produite par les conservatoires botaniques à la demande du ministère en charge des Transports, qui montre bien que son mode de dissémination est lié aux courants d'air qui sont produits par les véhicules. Et de fait, on va retrouver des populations en rideau le long des routes qui nous font dire qu'elle est partout, parce qu'on se déplace sur les routes essentiellement. Alors vous allez trouver que je suis peut-être un peu caricaturale, mais ce que montre cet exemple que je vous cite là à Estézargues, c'est que si vous prenez du recul, vous voyez que ce rideau des lentes que je vous ai présentées sur la diapo avant, il masque une chaînée, et si vous le regardez de biais, eh bien les lentes n'est pas rentrées dans la chaînée. Et plus loin que ça, dans le petit terrain qui était juste à côté, qui était très ouvert, c'est pas les lentes qui va être en début de succession écologique, mais bien le pin d'Alep dans cet espace-là. Voilà, je m'appesantis pas plus pour revenir au système et terminer à peu près par ça, pour vous dire, voilà, quand vous recépez un élante, ce qu'il faut imaginer, c'est que dessous, c'est ça que vous avez. Mieux encore, c'est ça que vous avez. Et donc là, vous comprenez que vous pourrez recéper longtemps et que c'est pas tellement ça qui va venir à bout des élantes. Et juste pour conclure, je voudrais vous faire une proposition, c'est-à-dire de changer de posture face à ces exotiques disent invasives. Et pour changer de posture, je voudrais vous mettre un petit texte qui m'a été donné très récemment, qui est un texte taoïste du IVe siècle avant notre ère, et qui dit ceci, que vos théories, dit le maître, peu importe, ont de l'ampleur mais ont aucune valeur pratique. Aussi personne n'en veut, tel un grand élante dont le bois fibreux ne peut se débiter en planches, dont les branches noueuses ne sont propres à rien. Tant mieux pour moi, dit le maître, car tout ce qui a un usage pratique périt par ce motif. L'élante auquel vous me faites l'honneur de me comparer, poussé dans un terrain stérile, grandira tant qu'il voudra, ombragera le voyageur et le dormeur sans aucune crainte de la hache et de la doloire, précisément parce que, comme vous dites, il n'est propre à aucun usage. N'être bon à rien, n'est-ce pas un état dont il faudrait plutôt se réjouir? Et pour terminer, je voudrais juste citer les travaux. Ça fait 4 fois que je termine, vous avez constaté. Merci Frédéric. Mais je voudrais juste vous citer les travaux de l'atelier Luma sur un projet qui s'appelle Unwanted Species, où ils essaient de trouver des débouchés de l'élante, des débouchés tinctoriales, voire des débouchés avec le bois de l'élante. Eh bien, peut-être être-ce ça notre nouveau rapport avec ces plantes dites invasives, c'est-à-dire de faire avec et pas contre, pour paraphraser quelqu'un que je ne vous citerai même pas. Merci.